Il est naturel que les amitiés de cette espèce soient rares, car de tels hommes sont en petit nombre. En outre, elles exigent comme condition supplémentaire du temps et des habitudes communes, car selon le proverbe, il n'est pas possible de se connaître l'un l'autre avant d'avoir consommé ensemble la mesure de sel dont parle le dicton, ni d'admettre quelqu'un dans son amitié ou d'être réellement ami, avant que chacun des intéressés se soit montré à l'autre comme un digne objet d'amitié et lui ait inspiré de la confiance. Et ceux qui s'engagent rapidement dans les liens d'une amitié réciproque ont assurément la volonté d'être amis, mais ils ne le sont pas en réalité, à moins qu'ils ne soient aussi dignes d'être aimés l'un et l'autre et qu'ils aient connaissance de leurs sentiments. Car si la volonté de contracter une amitié est prompte, l'amitié ne l'est pas. 5. Comparaison entre l'amitié parfaite et les autres amitiés. Cette amitié donc est parfaite aussi bien en raison de sa durée que pour le reste, et à tous ces points de vue, chaque partie reçoit de l'autre les mêmes avantages ou des avantages semblables, ce qui est précisément la règle entre amis. L'amitié fondée sur le plaisir a de la ressemblance avec la précédente, puisque les hommes bons sont aussi des gens agréables les uns aux autres. Et il en est encore de même pour celle qui est basée sur l'utilité, puisque les hommes de bien sont utiles aussi les uns aux autres. Dans ces deux derniers cas, l'amitié atteint son maximum de durée quand l'avantage que retirent réciproquement les deux parties est le même, par exemple le plaisir. Et non seulement cela, mais encore quand sa source est la même. Quand il y a réciprocité non seulement de plaisir, mais du même plaisir. Comme c'est le cas d'une amitié entre personnes d'esprit, alors qu'il en est tout différemment dans le commerce, de l'amant et de l'aimé. Ces derniers, en effet, ne trouvent pas leur plaisir dans les mêmes choses. Pour l'un, le plaisir consiste dans la vue de l'aimé, et pour l'autre dans le fait de recevoir les petits soins de l'amant. Et la fleur de la jeunesse venant à se faner, l'amour se fane aussi. À celui qui aime, la vue de l'aimé ne cause pas de plaisir, et à l'être aimé, on ne rend plus cause pas de plaisir, on ne rend plus de soins. Dans beaucoup de cas, en revanche, l'amour persiste quand l'intimité a rendu cher à chacun d'eux le caractère de l'autre, étant tous les deux d'un caractère semblable. Mais ceux dont les relations amoureuses reposent sur une réciprocité non pas même de plaisir mais seulement d'utilité ressentent aussi une amitié moins vive et moins durable. Et l'amitié basée sur l'utilité disparaît en même temps que le profit, car ces amis-là ne s'aimaient pas l'un l'autre, mais n'aimaient que leur intérêt. Ainsi donc, l'amitié fondée sur le plaisir ou sur l'utilité peut exister entre deux hommes vicieux, ou entre un homme vicieux et un homme de bien, ou enfin entre un homme ni bon ni mauvais et n'importe quel autre. Mais il est clair que seuls les hommes vertueux peuvent être amis pour ce qu'ils sont en eux-mêmes. Les méchants, en effet, ne ressentent aucune joie l'un de l'autre s'il n'y a pas quelque intérêt en jeu. Seule encore l'amitié entre gens de bien est à l'abri des traverses. On ajoute difficilement foi à un propos concernant une personne qu'on a soi-même pendant longtemps mise à l'épreuve. Et c'est parmi les gens vertueux qu'on rencontre la confiance, l'incapacité de se faire jamais du tort et toute autre qualité qu'exige la véritable amitié. Dans les autres formes d'amitié, rien n'empêche les mots opposés de se produire. Mais étant donné que les hommes appellent aussi amis à la fois ceux qui ne recherchent que leur utilité comme cela arrive dans les cités, pour les cités, car on admet généralement que les alliances entre cités se forment en vue de l'intérêt, et ceux dont la tendresse réciproque repose sur le plaisir, comme c'est le cas chez les enfants. Dans ces conditions, peut-être nous aussi, nous devrions désigner du nom d'amis ceux qui entretiennent des relations de ce genre et dire qu'il existe plusieurs espèces d'amitié, dont l'une, prise au sens premier et fondamental, est l'amitié des gens vertueux, en tant que vertueux, tandis que les deux autres ne sont que des amitiés que par ressemblance. En effet, dans ces derniers cas, on n'est ami que sous l'angle de quelque bien ou de quelque chose de semblable, puisque même le plaisir est un bien pour ceux qui aiment le plaisir. Mais ces deux formes inférieures de l'amitié sont loin de coïncider entre elles, et les hommes ne deviennent pas amis à la fois par intérêt et par plaisir, car on ne trouve pas souvent unis ensemble les choses liées d'une façon accidentelle. Tandis que l'amitié téléa est en même temps plaisante et utile. 6. L'habitus et l'activité dans l'amitié. Telles étant les différentes espèces entre lesquelles se distribue l'amitié, les hommes pervers seront amis par plaisir ou par intérêt, étant sous cet aspect semblables entre eux. Tous deux aiment leur plaisir ou leur intérêt. Tandis que les hommes vertueux seront amis parce qu'ils sont en eux-mêmes, c'est-à-dire en tant qu'ils sont bons. Ces derniers sont ainsi des amis au sens propre, alors que les précédents ne le sont que par accident et par ressemblance avec les véritables amis. De même que dans la sphère des vertus, les hommes sont appelés bons, soit d'après une disposition, soit d'après une activité, ainsi en est-il pour l'amitié.
Les uns mettent leur plaisir à partager leur existence et à se procurer l'un à l'autre du bien, tandis que ceux qui sont endormis ou habitent des lieux séparés ne sont pas des amis en acte, mais sont cependant dans une disposition de nature à exercer leur activité d'amis. Car les distances ne détruisent pas l'amitié absolument, mais empêchent son exercice. Si cependant l'absence se prolonge, elle semble bien entraîner l'oubli de l'amitié elle-même. D'où le proverbe « Un long silence a mis fin à de nombreuses amitiés ». On ne voit d'ailleurs ni les vieillards ni les gens moroses être enclins à l'amitié, médiocre étant eux le côté plaisant, et personne n'est capable de passer son temps en compagnie d'un être chagrin et sans agrément, la nature paraissant par-dessus tout fuir ce qui est pénible et tendre à ce qui est agréable. Quant à ceux qui se reçoivent dans leur amitié, tout en ne vivant pas ensemble, ils sont plutôt semblables à des gens bienveillants qu'à des amis. Rien en effet ne caractérise mieux l'amitié que la vie en commun. Ceux qui sont dans le besoin aspirent à l'aide de leurs amis, et même les gens comblés souhaitent passer leur temps ensemble, car la solitude leur convient moins qu'à tous les autres, qu'à tout autre. Mais il n'est pas possible de vivre les uns avec les autres si on n'en retire aucun agrément, et s'il n'y a pas communauté de goût, ce qui semble-t-il est le lien de l'amitié entre camarades. 7. Étude de rapports particuliers entre les diverses amitiés. L'amitié est donc surtout celle des gens vertueux. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, on admet en effet que ce qui est bon ou plaisant au sens absolu est digne d'amitié et de choix, tandis que ce qui est bon ou plaisant pour telle personne déterminée n'est digne d'amitié et de choix que pour elle. Et l'homme vertueux l'est pour l'homme vertueux, pour ces deux raisons à la fois. L'attachement semble être une émotion et l'amitié une disposition, car l'attachement s'adresse même aux êtres inanimés, mais l'amour réciproque s'accompagne de choix délibérés et le choix provient d'une disposition. Et quand les hommes souhaitent du bien à ceux qu'ils aiment, pour l'amour même de ceux-ci, ce sentiment relève non pas d'une émotion, mais d'une disposition. Et en aimant leur ami, ils aiment ce qui est bon pour eux-mêmes, puisque l'homme bon, en devenant un ami, devient un bien pour celui qui est son ami. Ainsi, chacun des deux amis à la fois aime son propre bien et rend exactement à l'autre ce qu'il en reçoit, en souhait et en plaisir. On dit en effet que l'amitié est une égalité, et c'est principalement dans l'amitié, entre gens de bien, que ces caractères se rencontrent. Chez les personnes moroses ou âgées, l'amitié naît moins fréquemment en tant qu'elles ont l'humeur trop chagrine et se plaisent médiocrement aux fréquentations, alors que les qualités opposées sont considérées comme les marques les plus caractéristiques de l'amitié et les plus favorables à sa production. Aussi, tandis que les jeunes gens deviennent rapidement amis, pour les vieillards il en est tout différemment, car on ne devient pas ami de gens avec lesquels on n'éprouve aucun sentiment de joie. Même observation pour les personnes de caractère morose. Il est vrai que ces deux sortes de gens peuvent ressentir de la bienveillance les uns pour les autres, ils se souhaitent du bien, ils vont au secours l'un de l'autre dans leurs besoins. Mais on peut difficilement les appeler des amis, pour la raison qu'ils ne vivent pas ensemble, ni ne se plaisent les uns avec les autres. Or, ce sont là les deux principaux caractères qu'on reconnaît à l'amitié. On ne peut pas être un ami pour plusieurs personnes dans l'amitié parfaite, pas plus qu'on ne peut être amoureux de plusieurs personnes en même temps. Car l'amour est une sorte d'excès, l'amor venereus, auquel l'amitié ressemble à cet égard. Dans les deux cas, il y a téléton, qui est un état maximum ne pouvant être dépassé. Et un état de ce genre n'est naturellement ressenti qu'envers un seul, et peut-être même n'est-il pas aisé de trouver un grand nombre de gens de bien. On doit aussi acquérir, pour réaliser la philia téléia, la connaissance de son ami, et l'intimité sont nécessaires mais difficiles à acquérir, à plus forte raison si nous avons une multitude d'amis. Quelque expérience de son ami est entrée dans son intimité, ce qui est d'une extrême difficulté. Par contre, si on recherche l'utilité ou le plaisir, il est possible de plaire à beaucoup de personnes, car nombreux sont les gens de cette sorte et les services qu'on en reçoit ne se faut pas attendre longtemps. De ces deux dernières formes d'amitié, celle qui repose sur le plaisir ressemble davantage à la véritable amitié, quand les deux parties retirent à la fois les mêmes satisfactions l'une de l'autre, et qu'elles ressentent une joie mutuelle ou se plaisent même aux mêmes choses. Telles sont les amitiés entre jeunes gens, car il y a en elles plus de générosité. Au contraire, l'amitié basée sur l'utilité est celle d'âmes mercantiles. Quant à ceux qui sont comblés par la vie, ils ont besoin non pas d'amis utiles, mais d'amis agréables, parce qu'ils souhaitent vivre en compagnie de quelques personnes, si bien qu'ils puissent supporter un court temps, ce qui leur est pénible. Ils ne pourraient jamais l'endurer d'une façon continue, pas plus qu'ils ne le pourraient même pour le bien en soi, s'il leur était à charge. C'est pourquoi les gens heureux recherchent les amis agréables,
Sans doute devrait-il aussi rechercher des amis qui, tout en ayant cette dernière qualité, soient aussi gens de bien, et en outre bons et plaisants pour eux, possédant ainsi tous les caractères exigés de l'amitié. Les hommes appartenant aux classes dirigeantes ont, c'est un fait, leurs amis séparés en groupes distincts. Les uns leur sont utiles et d'autres agréables, mais ce sont rarement les mêmes à la fois. Ils ne recherchent pour amis ni ceux dont l'agrément s'accompagne de vertu, ni ceux dont l'utilité servirait de nobles desseins, mais ils veulent des gens d'esprit quand ils ont envie de s'amuser, et quant aux autres, ils les veulent habiles à exécuter leurs ordres. Toute exigence qui se rencontre rarement dans la même personne. Nous avons dit que l'homme de bien est en même temps utile et agréable, mais un tel homme ne devient pas ami d'un autre occupant d'une position sociale plus élevée, à moins que cet autre ne le surpasse aussi en vertu. Sinon, l'homme de bien, surpassé par le supérieur, ne peut réaliser une égalité proportionnelle. Mais on n'est pas habitué à rencontrer fréquemment des hommes puissants de cette espèce. 8. L'égalité et l'inégalité dans l'amitié. Quoi qu'il en soit, les amitiés dont nous avons parlé impliquent égalité. Les deux parties retirent les mêmes avantages l'une de l'autre et se souhaitent réciproquement les mêmes biens, ou encore échangent une chose contre une autre, par exemple plaisir contre profit. Nous avons dit que ces dernières formes de l'amitié sont d'un ordre inférieur et durent moins longtemps, mais du fait qu'à la fois elles ressemblent et ne ressemblent pas à la même chose, on peut aussi bien penser qu'elles sont des amitiés qu'elles n'en sont pas. Par leur ressemblance, en effet, avec l'amitié fondée sur la vertu, elles paraissent bien être des amitiés, car l'une comporte le plaisir et l'autre l'utilité, et ces caractères appartiennent aussi à l'amitié fondée sur la vertu. Par contre, du fait que l'amitié basée sur la vertu est à l'abri des traverses et demeure stable, tandis que les autres amitiés changent rapidement et diffèrent en outre de la première sur beaucoup d'autres points, ces amitiés-là ne semblent pas être des amitiés à cause de leur dissemblance avec l'amitié véritable. Mais il existe une autre espèce d'amitié, c'est celle qui comporte une supériorité d'une partie sur l'autre. Par exemple, l'affection d'un père à l'égard de son fils, et d'une manière générale d'une personne plus âgée à l'égard d'une autre plus jeune, ou encore celle du mari envers sa femme, ou d'une personne exerçant une autorité quelconque envers un inférieur. Ces diverses amitiés diffèrent ainsi entre elles. L'affection des parents pour leurs enfants n'est pas la même que celle des chefs pour leurs inférieurs. Bien plus, celle du père pour son fils n'est pas la même que celle du fils pour son père, ni celle du mari pour sa femme, la même que celle de la femme pour son mari. En effet, chacune de ces personnes a une vertu et une fonction différentes, et différentes sont aussi les raisons qui les font aimer. Il en résulte une différence dans les attachements et les amitiés. Dès lors, il n'y a pas identité dans les avantages que chacune des parties retire de l'autre, et elles ne doivent pas non plus y prétendre. Mais quand les enfants rendent à leurs parents ce qu'ils doivent aux auteurs de leur jour et que les parents rendent à leurs enfants ce qu'ils doivent à leur progéniture, l'amitié entre de telles personnes sera stable et équitable. Et dans toutes les amitiés comportant supériorité, il faut aussi que l'attachement soit proportionnel. Ainsi, celui qui est meilleur que l'autre doit être aimé plus qu'il n'aime. Et il en sera de même pour celui qui est plus utile, et pareillement dans chacun des autres cas. Quand en effet l'affection est fonction du mérite des parties, alors il se produit une sorte d'égalité, égalité qui est considérée comme un caractère propre de l'amitié. 9. L'égalité dans la justice et dans l'amitié, amitié donnée et amitié rendue. Mais l'égalité ne semble pas revêtir la même forme dans le domaine des actions justes et dans l'amitié. Dans le cas des actions justes, l'égal au sens premier est ce qui est proportionné au mérite, tandis que l'égal en quantité n'est qu'un sens dérivé. Au contraire, dans l'amitié, l'égal en quantité est le sens premier, et l'égal proportionné au mérite le sens secondaire. Ce que nous disons là saute aux yeux quand une disparité considérable se produit sous le rapport de la vertu ou du vice, ou des ressources matérielles, ou de quelque autre chose. Les amis ne sont plus longtemps amis, et ils ne prétendent même pas à le rester. Mais le cas le plus frappant est celui des dieux, chez qui la supériorité en toute espèce de bien est la plus indiscutable. Mais on le voit aussi quand il s'agit des rois. En ce qui les concerne, les hommes d'une situation pas trop inférieure ne peuvent non plus prétendre leur amitié, pas plus d'ailleurs que les gens dépourvus de tout mérite ne songent à se lier avec les hommes les plus distingués par leur excellence ou leur sagesse. Il est vrai qu'en pareil cas, on peut déterminer avec précision jusqu'à quel point des amis sont encore des amis. Les motifs sur lesquels elles reposent disparaissent en grande partie, l'amitié persiste encore. Toutefois, si l'un des amis est séparé par un intervalle considérable, comme par exemple Dieu est éloigné de l'homme, il n'y a plus d'amitié possible. C'est même ce qui a donné lieu à la question de savoir si, en fin de compte, les amis souhaitent vraiment pour leurs amis les biens les plus grands, comme par exemple d'être des dieux, car alors ne seront plus des amis pour eux, ni par suite des biens, puisque les amis sont des biens.
Si donc nous avons eu raison de dire que l'ami désire du bien à son ami en vue de cet ami même, celui-ci devrait demeurer ce qu'il est, quel qu'il puisse être, tandis que l'autre souhaitera à son ami seulement les plus grands biens compatibles avec la persistance de sa nature d'homme. Peut-être même ne lui souhaitera-t-il pas tous les plus grands biens, car c'est surtout pour soi-même que tout homme souhaite les choses qui sont bonnes.